Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le point de départ du développement des processeurs est la découverte de l'effet transistor. Dans ce chapitre, nous partirons du transistor pour construire pas à pas une architecture minimale de système informatique afin de bien en comprendre le fonctionnement. Nous écrirons ensuite des fonctionnalités très simples avec son langage instruction. La première partie du chapitre, la plus longue, commence au fonctionnement du transistor pour arriver à celui d'un processeur minimaliste. Ensuite, nous présenterons la différence entre les architectures von Neumann et Harvard. Enfin, nous verrons comment écrire des programmes pour ces processeurs avec leur langage, l'assembleur, et expliquerons comment on passe d'un langage haut niveau comme Python ou le langage C au langage assembleur du processeur. Commençons par bâtir un processeur à partir de sa brique de base, le transistor. Voici une explication simplifiée du fonctionnement de la brique de base de l'informatique, le transistor MOSFET, suffisante pour l'informaticien. Les curieux pourront consulter la très pédagogique vidéo YouTube d'Hervé Discours sur le sujet. Pour réaliser un transistor, on prend un morceau de silicium ou de silicium-germanium mélangé avec quelques atomes de bore. On dit dopé P. P comme positif. Les atomes de bore ont un électron en moins sur la couche de valence. La présence d'un atome de bore fait donc apparaître un trou dans le cristal de silicium. Ce trou, absence de charge négative, est vu comme une charge positive et est relativement mobile. Le silicium et le germanium, avec 4 électrons sur la couche de valence, ont les mêmes propriétés semi-conductrices à notre niveau. On se contentera de parler du silicium à partir de maintenant. On dope ensuite, avec une sorte de pochoir nommé masque, certaines zones avec des atomes de phosphore. Ces atomes ont un électron de plus que le silicium sur la couche de valence. Ils ajoutent donc des charges négatives mobiles dans le cristal de silicium, d'où le nom de dopage N. Les charges négatives mobiles et les charges positives mobiles se recombinent et apparaît une zone sans charge mobile nommée depletion zone en anglais. On place des électrodes métalliques sur les différentes zones, nommées drain, source et substrat, en reliant la source et le substrat. Les zones depletion, sans charge mobile, font que le courant ne peut circuler entre drain et source. Le transistor est un interrupteur ouvert. Pour permettre d'ouvrir un canal pour le passage du courant, on ajoute, toujours avec des masques, une couche d'isolant en oxyde de silicium avec une électrode métallique nommée grille au-dessus. En l'absence de tension au niveau de la grille, pas de modification des zones depletion, le transistor est bloqué, le courant ne peut passer. Il se comporte comme un circuit ouvert. Si on applique une tension entre le substrat et la grille, comme pour un condensateur, des charges négatives et positives vont se déplacer pour atteindre un équilibre électrostatique. Apparaît alors, entre les deux zones N, un canal peuplé d'électrons mobiles. En fonction du circuit électrique extérieur, le courant peut alors circuler entre les électrodes drain et source. Le transistor se comporte comme un interrupteur fermé. On a ainsi montré qu'avec le dopage du silicium, le dépôt d'oxyde de silicium et la pose d'une grille métallique, on pouvait réaliser des MOSFET, interrupteurs commandés en tension. Le symbole que nous adopterons pour ce cours est le suivant. 1 est le niveau logique. Il correspond en microélectronique à une tension un peu supérieure à 1 volt. Cette explication rapide a permis, je l'espère, de comprendre comment on peut réaliser un interrupteur commandé en tension sur du silicium. Les technologies ont beaucoup évolué et la gravure de transistors de quelques dizaines de nanomètres demande des technologies en conception beaucoup plus évoluées que les premières réalisations d'après-guerre. Cette diapositive montre quelques photos, libres d'utilisation, de transistors réalisés sur du silicium. Le premier est un transistor discret de puissance, le second est un processeur et le troisième est un wafer, disque de silicium sur lequel sont gravés les processeurs. Le transistor permet d'avoir un interrupteur commandé en tension. Le niveau logique d'une entrée va ainsi permettre d'ouvrir ou de fermer le transistor. Assemblons 4 transistors de la manière suivante pour voir quelle fonction logique nous obtenons.
Les transistors du haut ont une commande inversée, d'où le petit rond au niveau de la grille. C'est-à-dire qu'ils sont fermés quand la commande est au niveau logique 0 et ouverts quand la commande est au niveau logique 1. Les entrées du système sont A et B, la sortie est S, VDD est la tension d'alimentation aux alentours de 1,5 V pour le processeur, GND est la tension de référence 0 V. On remplit la table de vérité en étudiant toutes les combinaisons possibles de A et B. Pour A égale 0 et B égale 0, les deux transistors supérieurs sont fermés et les deux transistors inférieurs sont ouverts. S est ainsi relié à VDD, donc au niveau logique 1. Pour A égale 0 et B égale 1, le transistor supérieur gauche reste fermé et l'un des deux transistors inférieurs est ouvert. S est donc toujours relié à VDD, donc au niveau logique 1. Pour A égale 1 et B égale 0, nous sommes dans la situation symétrique. Le transistor supérieur droit est fermé et l'un des deux transistors inférieurs est ouvert. S est donc encore relié à VDD, donc au niveau logique 1. Dernier cas, pour A égale 1 et B égale 1, les deux transistors supérieurs sont ouverts et les deux transistors inférieurs sont fermés. S est donc cette fois relié à GND, donc au niveau logique 0. Le système est combinatoire. À une combinaison des entrées correspond une seule valeur des sorties. L'équation est S égale non A et B. C'est l'équation de la porte logique NAND, non et en français. La porte NAND est intéressante car elle permet de reconstituer toutes les portes logiques. On dit que c'est un opérateur complet, comme NOR, non ou, par ailleurs. En reliant deux entrées ensemble, on crée une porte NOT. Avec cet assemblage, une porte et. Avec celui-ci, une porte OU. Enfin, ce dernier assemblage donne une porte OU exclusif nommée XOR en anglais. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment avec un transistor MOS, nous pouvions réaliser une porte NAND et avec une porte NAND, comment nous pouvions réaliser toutes les autres portes logiques. Une fonction combinatoire est une fonction pour laquelle la ou les sorties sont uniquement fonction des entrées. Un additionneur 1 bit est par exemple une fonction combinatoire, S égale A ou exclusive B, et la retenue, carry, égale A et B. On imagine facilement pouvoir réaliser cette fonction avec des portes logiques. L'additionneur 1 bit peut aussi prendre en compte une retenue précédente. Les sorties sont toujours des fonctions logiques des entrées. Notre additionneur 1 bit combinatoire nous permet de réaliser un additionneur 4 bits et de la même manière nous permettrait de réaliser un additionneur 32 bits ou 64 bits. On pourrait ainsi réaliser avec des portes logiques constituées de portes NAND, elles-mêmes réalisées avec des transistors MOSFET, un additionneur 32 bits, un soustracteur, qui n'est autre qu'un additionneur avec des nombres codés en complément à 2, des opérateurs de décalage, des opérateurs logiques bit à bit, et, ou, etc., des comparateurs, et même un complexe multiplieur de nombres 32 bits. C'est-à-dire toutes les instructions de traitement de données d'un processeur basique. On peut aussi réaliser deux fonctions qui seront bien utiles un peu plus loin, un multiplexeur et un démultiplexeur. Un multiplexeur comprend plusieurs entrées sur la gauche et des entrées de sélection dessous. La sortie est égale à l'entrée dont le numéro est sélectionné. C'est en quelque sorte un aiguillage d'une des entrées vers la sortie. Cette fonction est une fonction combinatoire, elle est réalisable avec des portes logiques. De même, le démultiplexeur permet d'envoyer une entrée vers une sortie, les autres restant à 0. Considérons maintenant le circuit suivant avec deux portes NOR ou non OU et établissons sa table de vérité en commençant par la seconde ligne. Pour la porte NOR du bas, S égale 1. 1 ou Q vaut 1, quelle que soit la valeur de Q. Donc, QB vaut 0. Pour la porte NOR du haut,
R égale 0, QB égale 0, 0 ou 0 égale 0, donc Q vaut 1. La troisième ligne, elle est asymétrique de la deuxième. Pour la porte nord du haut, R égale 1, 1 ou QB vaut 1, quelle que soit la valeur de QB, donc Q vaut 0. Pour la porte nord du bas, S égale 0, Q égale 0, 0 ou 0 égale 0, donc QB vaut 1. Regardons le comportement du système si R égale 0 et S égale 0. Pour la porte nord du haut, R égale 0, 0 ou 1 égale 1 et 0 ou 0 égale 0. Donc 0 ou QB prend la valeur de QB. Ainsi, Q égale QB bar. Pour la porte nord du bas, de manière symétrique, S égale 0, 0 ou Q vaut Q, donc QB égale bar Q. Si on considère, comme le permettent les deuxième et troisième lignes, que QB est le complémentaire de Q, Q garde la valeur précédente de Q et QB garde la valeur précédente de QB. Complément de Q. On a ainsi un état mémorisation où Q garde sa valeur. Considérons enfin la dernière ligne. Pour la porte nord du haut, R égale 1. 1 où QB vaut 1, quelle que soit la valeur de QB. Donc Q vaut 0. Pour la porte nord du bas, S égale 1. 1 où Q vaut 1, quelle que soit la valeur de Q. Donc QB vaut 0. Cet état contredit le fait que QB soit le complément de Q. On interdit donc cet état, ce qui peut se faire en privilégiant S par exemple. Le système n'est pas combinatoire, puisque la valeur de Q ne dépend pas uniquement de R et S, mais aussi de l'état précédent de Q. Le système est dit séquentiel, ses sorties dépendent des entrées et de l'état précédent du système. Ce que montrent bien les deux retours des sorties en entrée des portes logiques. Ce système est une bascule RS avec R pour reset, mise à 0 de la sortie, et S pour set, mise à 1 de la sortie. En l'absence de commande R ou S, la sortie garde sa valeur. Une autre bascule, un peu plus complexe à décrire avec des portes logiques, est la bascule D. Lors d'un front montant de l'entrée CLK, la sortie prend la valeur de l'entrée nommée D. Dans tous les autres cas, la sortie garde sa valeur. Pour introduire le processeur, il nous manque un composant, le buffer 3 états. Il est constitué de deux entrées, IN pour Input et OE pour Output Enable, reliées chacune à deux transistors. La sortie est nommée Out pour Output. Regardons sa table de vérité. Lorsque OE égale 1, le transistor supérieur et le transistor inférieur se comportent comme des interrupteurs fermés. Si l'entrée est à 0, la sortie est connectée à GND, donc elle est au niveau logique 0. Si l'entrée est à 1, la sortie est connectée à VDD, donc elle est au niveau logique 1. Ainsi, quand l'entrée Output Enable est à 1, la sortie recopie l'entrée. Lorsque OE égale 0, quelle que soit la valeur de IN, le transistor supérieur et le transistor inférieur sont ouverts. La sortie n'est donc connectée à aucun potentiel. On note cela Z, on dit que la sortie est en l'air ou en haute impédance. Ce circuit est nommé buffer 3 états. On peut dire rapidement que c'est un interrupteur commandé. Lorsque OE égale 1, il est fermé, la sortie recopie l'entrée. Cependant, l'entrée ne recopie pas la sortie, c'est unidirectionnel. C'est pourquoi on préfère le schéma triangle. Le buffer est très utilisé en informatique. Il permet de connecter plusieurs sorties sur un même fil, une seule sortie n'étant pas en haute impédance à la fois. Ainsi, avec une bascule D et un buffer 3 états, on peut faire une mémoire 1 bit. Sur le fil conducteur de gauche est imposé, par un autre composant, le niveau logique 1. Sur le buffer 3 états, le signal OE est à 0, sa sortie est donc en haute impédance sans interaction avec le fil conducteur.
Si le signal CLK de la bascule D passe à 1, Q recopie D et prend donc la valeur 1 imposée sur le fil. Le signal entrant sur l'entrée CLK de la bascule peut donc être appelé écriture. Quand il repasse à 0, la valeur reste stockée dans la bascule jusqu'à une nouvelle écriture, quelle que soit la valeur en entrée. Pour relire le contenu de la mémoire sur le fil conducteur, on passe le signal OE du buffer 3 zeta à 1. La valeur de l'entrée du buffer, qui est aussi la valeur de sortie de la bascule, est recopiée sur la sortie et donc sur le fil conducteur. Le signal connecté à OE peut donc être nommé lecture. En assemblant 8 mémoires 1 bit, on peut réaliser une mémoire 8 bits dialoguant avec l'extérieur via 8 fils conducteurs. Le signal écriture permet de copier les valeurs logiques des 8 bits en mémoire. Le signal lecture permet de recopier les valeurs stockées en mémoire sur les fils conducteurs. On peut alors simplifier le circuit de 8 bascules et 8 buffers parallèles par un seul circuit nommé registre 8 bits, mémoire accessible en lecture et en écriture via un groupe de 8 fils. Le trait oblique signifie que le trait simple représente 8 conducteurs en parallèle. Il est possible d'ajouter plusieurs registres de ce type pour augmenter les capacités mémoire de 1 à 4 octets. Plutôt qu'un signal de lecture et un signal d'écriture par circuit, on préfère alors avoir un seul signal de lecture, un seul signal d'écriture et un mot d'adresse qui sélectionne le registre souhaité. On ajoute alors le démultiplexeur, présenté précédemment, pour générer un signal d'activation appelé enable pour le registre sélectionné. Ainsi, écrire sur le registre d'adresse 0 se passera de la manière suivante. Le démultiplexeur active enable 0. Les portes E font que seul le signal d'écriture du registre d'adresse 0 passe à 1. Les valeurs D0 à D7 présentes sur les fils sont copiées et stockées dans le registre d'adresse 0. Lire le registre d'adresse 3 se passera de la manière suivante. Le démultiplexeur active enable 3 et seul le signal de lecture du registre d'adresse 3 passe à 1. Le contenu du registre d'adresse 3 est recopié sur les fils de gauche. Ces fils de gauche desservent tous les registres, pour l'écriture de données comme pour la lecture de données. Ils sont appelés bus de données. Ici, c'est un bus de données 8 bits. Les fils servant à indiquer l'adresse du registre seront, eux, appelés bus d'adresse. Nous avons ainsi réalisé, avec des bascules, des buffers 3 zeta et un démultiplexeur, tous réalisés uniquement avec des transistors, une mémoire 4 octets adressable. Il nous est donc possible désormais d'utiliser des mémoires de plusieurs registres, ainsi que les blocs opérations combinatoires que nous avons vus précédemment. Nous allons créer un processeur. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer à partir d'un transistor des portes logiques, des circuits combinatoires, des buffers 3 zeta et des mémoires. Voyons comment assembler ces éléments pour faire un processeur minimaliste. On trouve sur ce système informatique minimaliste une mémoire de 8 octets, l'espace adressable est de 8 octets. Le bus d'adresse a donc 3 bits. Un lot de 4 registres, R0, R1, R2 et R3. R3 est nommé Program Counter, il servira à indiquer l'adresse de la prochaine instruction en mémoire. Un bus de données 8 bits reliant la mémoire et les registres. Un bus d'adresse permet d'écrire la valeur d'un registre sur l'adresse de la mémoire. Une unité arithmétique et logique, UAL, ou ALU, Arithmetic and Logic Unit en anglais, regroupe les opérateurs combinatoires présentés avant. Ici, nous n'avons gardé que l'addition, la soustraction et la comparaison. Tous opèrent sur des mots de 8 bits. Chaque bloc opération est activable par un signal enable
L'unité arithmétique et logique possède deux registres d'entrée, A et B, et un registre de sortie, S. Enfin, une unité de contrôle a en charge la collecte et l'exécution des instructions. Pour cela, elle possède un séquenceur cadencé par l'horloge du processeur qui active la lecture d'une instruction dans un registre IR pour Instruction Register. Une fois l'instruction copiée, l'unité de contrôle décode l'instruction. Si c'est un déplacement de données, cela agit seulement sur les signaux adresse, lecture et écriture des registres et mémoire. Si c'est un traitement de données, un simple démultiplexeur active le bloc opération indiqué par le code instruction. Le chargement des opérandes et le stockage du résultat est une copie de données entre les registres et les registres A, B et S de l'UAL. Les registres, l'unité arithmétique et logique, et l'unité de contrôle forment la CPU, Central Processing Unit. Le terme cœur de processeur désigne une CPU et quelques éléments supplémentaires. Le système présenté ici n'utilise que des éléments expliqués avant. Un grand lot de transistors et un peu de temps permettraient de le réaliser. Très simplifié, les instructions y sont codées sur un octet et ils ne possèdent que 4 registres internes. Regardons le fonctionnement de ce système minimaliste pour l'addition de deux nombres stockés en mémoire aux adresses 5 et 6. Le résultat sera stocké à l'adresse 7. Au démarrage, le programme counter est à 0. Les instructions sont stockées dans la mémoire. Aux adresses 0 à 3, nous les décoderons au fur et à mesure. Le séquenceur copie la valeur de PC sur le bus d'adresse. Puis demande une lecture à la mémoire et une écriture au registre IR. L'instruction stockée à la case 0 de la mémoire est alors copiée dans le registre instruction de l'unité de contrôle. Le registre PC indiquant l'instruction suivante est incrémenté. L'instruction est décodée. 00 ne correspond à aucune opération de traitement, c'est un déplacement de données. Le troisième 0 indique que ce déplacement de données se fait de la mémoire vers les registres. XXX est l'adresse de la case mémoire source et YY l'adresse du registre destination. Le premier opérande, 101, c'est-à-dire 5, est copié sur le bus d'adresse. Le second, 00, est copié sur l'adresse des registres internes. Les signaux de lecture de la mémoire et d'écriture des registres sont activés. Le contenu du registre 5 de la mémoire est alors copié dans le registre interne R0. L'instruction est terminée. Le séquenceur charge l'instruction suivante. Le registre PC indique qu'elle est à l'adresse mémoire 1. Le séquenceur copie donc le contenu de l'adresse mémoire 1 dans le registre IR de l'unité de contrôle. L'unité de contrôle décode l'instruction. L'instruction est encore un déplacement de données de la mémoire vers un registre interne. L'adresse source est copiée sur le bus d'adresse. L'adresse destination est copiée sur l'adresse des registres internes. Les signaux de lecture et d'écriture sont activés. Le contenu de la case mémoire 6 est ainsi copié dans le registre R1. L'instruction est terminée. Le séquenceur charge de l'instruction suivante. Le registre PC indique qu'elle est à l'adresse mémoire 2. Le séquenceur copie donc le contenu de l'adresse mémoire 2 dans le registre IR de l'unité de contrôle.
et l'unité de contrôle décode cette instruction. Le code instruction est 1-0, c'est une addition. Les opérandes et le résultat sont des registres internes indiqués dans la suite de l'instruction. L'opérande 1 vient du registre R0, elle est copiée dans le registre A de l'unité arithmétique et logique. L'opérande 2 vient du registre R1, elle est copiée dans le registre B de l'UAL. Le code opération est copié sur le démultiplexeur. Sa sortie active le bloc addition. Le résultat du bloc addition arrive dans le registre de sortie de l'UAL. Enfin, le résultat est stocké dans le registre destination R2 indiqué dans l'instruction. L'instruction est terminée. Le séquenceur charge l'instruction suivante. Le registre PC indique qu'elle est à l'adresse mémoire 3. Le séquenceur copie donc le contenu de l'adresse mémoire 3 dans le registre IR de l'unité de contrôle. L'unité de contrôle décode l'instruction. L'instruction est un déplacement de données, cette fois d'un registre interne vers la mémoire. L'adresse 1,0, c'est-à-dire 2, est copiée sur l'adresse des registres internes. L'adresse de destination 111, c'est-à-dire 7, est copiée sur le bus d'adresse. Les signaux lecture et écriture sont activés. Le contenu du registre R2 est copié dans la case mémoire 7. Nous avons ainsi montré le fonctionnement d'un système informatique minimaliste. Il n'est que le résultat du fonctionnement bien ordonné des blocs combinatoires, des mémoires et des buffers 3 états présentés avant. Nous n'avons pas présenté le mécanisme permettant de faire des tests structure if ou des boucles structure while. Pour cela, un registre supplémentaire, status register, est présent dans la CPU. Il comporte les bits indiquant si le résultat de la précédente opération est négatif, nul ou à une retenue. Le bloc comparaison de l'UAL, notamment, modifie ce registre. Le jeu d'instructions d'un processeur contient des instructions de saut, nommées branches. Ces instructions écrivent dans le registre PC, modifiant ainsi l'instruction suivante qui sera lue par le séquenceur. Ici, branche dièse 2 écrit 2 dans PC. L'instruction suivante serait donc de nouveau l'instruction stockée dans la case mémoire d'adresse 2. Des sauts conditionnels, dépendant des bits du registre SR, permettent de faire des sauts en fonction du résultat d'une comparaison. La taille du bus de données indique le nombre de bits traités en parallèle. Des bus 8 bits sont utilisés pour les très petits microcontrôleurs, la plupart utilisant aujourd'hui des bus 32 bits. Les processeurs puissants sont des architectures 64 bits. Ils traitent donc des nombres de 64 bits à chaque instruction. La taille du bus mémoire donne l'espace adressable dans lequel on peut mettre différents types de mémoire et périphériques. Le bus mémoire de cet exemple est de 3 bits. 2 exposant 3 égale 8, adresse mémoire. Un microcontrôleur a habituellement un bus d'adresse de 32 bits, donc 2 exposant 32 égale 4 milliards d'adresses possibles, 4 gigaoctets. Ce qui ne signifie pas qu'il y a effectivement 4 gigaoctets de mémoire. Un processeur puissant a un bus d'adresse de 64 bits, donc 16 milliards d'adresses possibles, et il n'a évidemment pas 16 milliards d'octets mémoire disponibles. Nous verrons au chapitre 4 comment c'est utilisé. Ainsi, la suite du cours nous amènera à voir étape par étape d'autres fonctionnalités et des améliorations du processeur minimaliste présenté ici.